les premiers temps. Février, de l'encre et des larmes. Écrire en sanglots février, quand la gadoue et le vacarme éclatent, noirs et printaniers. Alors, le mot éclate est essentiel ici, et peu importe que ce soit des larmes, puisque c'est l'éclatement, c'est l'exaltation. Derrière les larmes, derrière l'orage, il y a toujours chez Pasternak une espèce de jaillissement de l'écriture, de bonheur d'écriture, il le dit toujours. Un fiacre. Et pour Sissou se rendre par carillons et par chaos, là où l'averse est plus bruyante encore que l'encre et les sanglots, où, comme poires calcinées dans l'eau des flaques, 1000 freux tombant des branches précipitent un chagrin sec au fond des yeux. La neige fond en taches sombres, le vent est labouré de cris. D'autant plus juste que fortuit, les vers à grands sanglots s'assemblent. Pasternak disait, s'il ne gardait que quelques vers ou quelques œuvres de son œuvre, il garderait le tout premier poème, Février, de l'encre et des larmes. Écrire en sanglots février, quand la gadoue et le vacarme éclatent, noirs et printaniers. C'est un poète de la nature, c'est un poète de la sensation, c'est un poète du jardin. C'est un poète de la maison entourée du jardin et de la forêt un peu plus loin. C'est un poète qui, d'une certaine façon, est dans la lignée de ces grands poètes des domaines russes du XIXe siècle. Il ne faut pas oublier non plus que Pasternak sort d'une grande famille de Tolstoïens. Et que pour lui, la Russie, c'est toute la Russie de Tolstoï, avec les routes, vous voyez, les arbres, les croisements, les rencontres, les chemins de fer, enfin tout ce qui fait le monde, ce monde russe-là. Une des constantes de sa poésie et de son œuvre, c'est que, au fond, ce qui comptait pour lui, comme il le disait, c'était la vie. C'est ça, c'est son thème, n'est-ce pas, ma sœur, la vie. Et la vie, c'est constamment une source d'émerveillement, finalement. Poète de la nature, de la glorification, de la beauté du monde, tel est en effet le Pasternak des premiers temps de sa création littéraire. Poète de l'exaltation aussi devant la Révolution. Mais cette ferveur ira en décroissant, et à l'espoir d'un monde nouveau succéderont interrogations, mal-être, dissidence intérieure. À la poésie se substituera progressivement la prose, qui est pour Pasternak la quintessence de l'écriture poétique, et ce sera la création de son grand œuvre, le Docteur Jivago. C'est la dynamique de cette œuvre qui nous intéresse aujourd'hui. Nous chercherons également à éclairer l'attitude louvoyante, contradictoire, de Boris Pasternak face au pouvoir, qui reste difficile à cerner aujourd'hui encore, comme elle le fut pour ses contemporains. Issu d'une famille de juifs assimilés, d'intellectuels brillants, ouverts aux nuances de la création artistique, Pasternak n'était pas l'homme de l'idéologie ni de l'affirmation véhémente. Face à Staline, en ces temps de bouleversement historique majeur, il déclarait avoir pour interlocuteur Dieu, la femme, la nature, la vocation et la mort. Hélène Henry. C'est une famille où les grands-parents et les arrière-grands-parents étaient des bourgeois juifs de la mer Noire, d'Odessa et autres lieux, et qui a produit à une certaine génération, la génération du père de Pasternak et de sa mère, des artistes. La mère de Pasternak, donc Rosalia Kaufmann, était une pianiste qui a commencé très, très jeune comme virtuose et qui a finalement sacrifié sa carrière de pianiste à sa famille. Michel Aucouturier. Le père de Pasternak, Léonide Pasternak, était un peintre qui était célèbre à l'époque, qui est un peu oublié aujourd'hui, sinon précisément par ce qui reste à présent son œuvre majeure, c'est l'illustration qu'il a faite pour Résurrection de Tolstoï. Il était proche de Tolstoï, c'est Tolstoï lui-même qui lui a commandé cette illustration, il a été invité plusieurs fois à Yasna Polyana. C'est de cette façon-là que Pasternak, père et fils, se sont retrouvés au moment de la mort de Tolstoï, se sont retrouvés là où Tolstoï est mort, cette petite station de chemin de fer où est mort Tolstoï.
C'est une famille qui adhère aux positions tolstoïennes, aux positions de spiritualité tolstoïenne, de non-violence et d'une espèce de noblesse intérieure. Il faut être grand, il faut le naître ou le savoir apprendre. On l'apprend par toute une vie de pitié pour les femmes et les enfants, par une vie pleine de bonté prêtée aux autres et éprouvée de leur part. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de pleurer. C'est un homme qui pleure, Pasternak. C'est tout à fait étonnant, oui. Et il pleurait dans la vie, il pleurait. Il avait les cheveux qui se dressaient sur la tête. Enfin, il le dit dans toutes sortes de lettres. C'était une famille très très ouverte. Alors ils avaient pour ami, par exemple, Scriabine, oui, qui a été une des grandes influences de Pasternak. Oui, bien sûr. Et tous les grands peintres en particulier de l'époque, Serov, Roussel, etc., étaient des amis du père, donc Pasternak a été lié à eux. Vous avez raison évidemment de souligner en particulier la personnalité de Scriabine. Son père, Léonid Pasternak, représentait plutôt une sorte d'attachement à des conceptions un peu traditionnelles de l'art. Scriabine, ça a été une ouverture sur l'art moderne, sur la musique contemporaine, n'est-ce pas ? Il a entendu des discussions entre son père et Scriabine, où Scriabine défendait une conception très nietzschéenne de l'artiste comme créateur d'un univers nouveau contre son père. Et là, il explique lui-même qu'il prenait parti pour ce que disait Scriabine. Prélude en sol dièse mineur de Boris Pasternak. C'est un enfant et un adolescent très doué, très doué, puisque dès l'âge de 13 ans, il compose des œuvres musicales. Très curieusement, il va abandonner la musique. Il abandonne la musique à l'âge de 18 ans. Et pour quelle raison ? Alors il donne une raison, il n'a pas l'oreille absolue, mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu sacrificiel dans ce geste ? Sacrificiel peut-être, plutôt, il le dit d'une certaine façon lui-même aussi. C'est le sentiment que tout ce qui n'est pas un don du ciel doit être rejeté. Donc, sacrifice de tout ce qui n'est pas sanctionné par une espèce d'élection suprême. Et alors, ce problème justement de l'oreille absolue, c'était un peu cette espèce de signe d'élection qui manquait pour devenir compositeur. Il s'est tourné vers ce qu'il considérait comme les choses sérieuses, la pensée, les mathématiques, des choses extrêmement précises et tout à fait en contraste avec cette espèce d'explosion verbale qui est naturelle à Pasternak. Donc, ses études de philosophie, le néo-kantisme, Marbourg, il dira ensuite à sa cousine, à Olga Freidenberg, qu'il s'était contraint à ce moment-là. Et c'est justement à Marbourg que tout à coup, suivant de façon très scrupuleuse son cursus de philosophe, tout à coup un chagrin d'amour, une de ses amies qu'il aimait depuis l'adolescence lui dit non, quelque chose lui arrive durant une nuit où une espèce de bouleversement intérieur se produit en lui. Au matin, il ferme ses livres de philosophie et il est poète. Cette nuit-là restait de veille mon esprit. On frappa, j'ouvris. Par la fenêtre, la tempête engouffrait son violent récit. Ainsi murmurent vent et neige, susurrent les indices, quand ici c'est la copie exsangue, là-bas l'original en sang. Quelles sont les grandes dates de la vie de Boris Pasternak, Michel Aucouturier ? Je dirais que la première date importante, c'est tout de même 1912, c'est la date de son séjour à Marbourg et de sa redécouverte finalement de sa rupture, qui annonce sa rupture avec la philosophie et sa redécouverte avec la poésie. Ensuite, 1917, l'année de la Révolution, l'année où il est un dieu descendu du ciel sur la terre et qui est marqué par le recueil poétique Ma sœur la vie, qui ne paraîtra que 4 ans plus tard, en 1921, mais qui a été composé à ce moment-là. C'est la date la plus importante. Puis il y a
Le deuxième recueil poétique important, c'est le recueil Seconde naissance, qui a été écrit en 1931 à la suite d'un voyage en Géorgie avec celle qui était à ce moment-là déjà sa deuxième femme. Seconde naissance, finalement le titre fait implicitement allusion à Ma sœur la vie, qui était la première naissance poétique, seconde naissance, qui s'explique aussi par l'amour, tout simplement, n'est-ce pas, par une passion associée à un moment historique. Parce qu'en 1931, le moment historique, c'est celui des débuts du socialisme, entre guillemets, qu'il accepte à ce moment-là, en 1931, comme une perspective d'avenir. Tout en pleurant sur Lara, il pleurait aussi sur ce lointain été de Meliouzeïev, où la révolution était un dieu descendu du ciel sur la terre, le dieu de cet été, où chacun était fou à sa manière, où la vie de chacun existait par elle-même et non de façon démonstrative et illustrative, pour confirmer la justesse de la politique suprême. La femme est au cœur de la vie et de l'œuvre de Pasternak et il le dira, il le dit même, je crois, dans une lettre à sa grande amie Nina Tabidze, la femme du poète géorgien Tizian Tabidze, du 30 septembre 1954, juste quelques mots. Dès l'enfance, j'ai cultivé dans mon cœur une vénération pleine d'humilité devant la femme. Devant toute mon existence, je me suis sentie brisée, effarée devant sa beauté, devant la place qu'elle tient dans la vie, devant la pitié et la crainte qu'elle m'inspire. Je suis un réaliste qui connaît toutes les subtilités des choses d'ici-bas, non pour avoir souvent et beaucoup joué les Don Juan et pris du bon temps avec elle, parce que dès l'enfance, j'ai retiré de son chemin les cailloux où elle allait poser le pied. Voilà. Pour vous, Hélène Henry, Pasternak est l'homme de l'émerveillement. Oui, c'est l'homme de l'émerveillement, c'est l'homme de l'action de grâce. Il suffit de lire ses poèmes, ne serait-ce que, à propos de mes vers, je les pile sur les trottoirs avec du soleil et du verre. Je les donne à lire au coin noir, au plafond, quand revient l'hiver. Ou bien, la vie, ma sœur. Voici qu'aujourd'hui, elle explose. Ou encore plus beau, il y en a un qui est très beau. C'est un poème d'amour en même temps qu'un poème d'explosion. Ton sein sous les baisers, comme sous une eau vive, elle ne durera pas cette cime des jours. Elle non plus, ces nuits où nos pas donnent vie sous l'accordéon rauque à la ronde qui court. C'est à la limite, effectivement, de l'état d'extase, ce qu'il ressent devant la beauté de la femme, la beauté du monde et la beauté de ce qui peut en être dit. Prélude en mi bémol mineur de Boris Pasternak. Longtemps, la poésie ou l'écriture de Pasternak a été très obscure et elle reste très obscure. Pour quelle raison, Hélène Henry ? Alors la grande obscurité pasternakienne, c'est un grand thème, ça lui a été reproché par ses contemporains, par la critique, par ses lecteurs. C'est vrai que les premiers recueils de Pasternak, jusqu'à Ma sœur la vie, sont des recueils cryptiques. C'est comme s'il y avait un monde pasternakien qui se déposait là et qu'il nous fallait, nous, essayer très difficilement d'aller nous retrouver dans cette espèce de brousse et de forêt. Il est envahi à l'intérieur par des choses qui le dépassent et qui se déposent en images complexes, ramifiées. Les sons aussi, les sons se bousculent chez Pasternak de façon tout à fait violente. Et les voix se multiplient, il y a une voix qui intervient, puis une deuxième voix, quelquefois une troisième, et tout cela irradie et fait que du début jusqu'à la fin du poème, on peut suivre comme des flamèches qui sautent tantôt ici, tantôt là, tantôt plus loin, et qui, à l'arrivée, forment une espèce
une espèce de tout. Et puis, il y a aussi cette incroyable richesse du mot chez Pasternak. C'est quelqu'un qui a un vocabulaire comme aucun autre poète russe n'a eu jusqu'ici, en tout cas. C'est une merveille. Mais on s'y perd parce que le plus abstrait côtoie le plus technique, le plus concret. Jacqueline de Proyard. Si vous parlez de la poésie, Ma sœur la vie et tous les beaux poèmes révolutionnaires, les gens dont vous voyez la férocité des critiques le traitent de poète subjectif, ne s'occupant que de lui-même, etc. C'est une vision tout à fait superficielle des choses, parce qu'en réalité, ce que décrit Pasternak, c'est le retentissement de la Révolution dans sa conscience. Pasternak a été le compagnon de route des futuristes. Oui, son association avec les futuristes n'a pas été très longue et a été un peu, je dirais, épisodique, mais elle est liée effectivement à cette espèce de volonté d'émancipation de l'avant-garde. C'est là aussi quelque chose qui est un peu paradoxal et contradictoire, parce qu'il y a en même temps dans son œuvre et dans sa poésie aussi un très grand sentiment de continuité avec la tradition russe. Et en même temps, pour cette première période des années 1912-1914, cette espèce d'affirmation de soi d'une génération par la négation de ce qu'avait fait la génération précédente. C'est ce que faisaient les futuristes, et c'est ce dont Maïakovski surtout est l'incarnation. Maïakovski qui était à ce moment-là pour Pasternak une idole, précisément parce qu'il représentait cette espèce de besoin d'affirmation de soi d'une nouvelle génération. Mais alors pourquoi s'est-il détaché après de Maïakovski ? Il s'en est détaché, je crois, en partie à cause de l'évolution. Enfin, c'est ce qu'il dit, et je crois que dans une certaine mesure c'est vrai, c'est surtout au lendemain de la Révolution, parce que Maïakovski à ce moment-là représentait une conception qui associait sa conception futuriste de l'art comme création de formes nouvelles avec une adhésion totale à la Révolution, et en particulier aussi avec ce que Pasternak a assez rapidement refusé, c'était la subordination de l'art à la Révolution et au pouvoir politique, que Maïakovski, lui, acceptait parce que ça faisait partie de sa conception de l'art. Pasternak a beaucoup évolué au cours de sa vie par rapport à la Révolution. Au départ, c'était un événement cosmique pour lui, d'une certaine façon. Mais ça l'a toujours été. Ah, ça l'est resté. Ah oui, Pasternak a toujours considéré que, si vous voulez, il n'y a pas d'ébranlement humain qui n'ait de retentissement cosmique. Mais il l'accueillait d'une façon presque providentielle, tout de même, cette révolution. Alors, c'est très important de comprendre ça. Pasternak appartient à la génération des gens qui sont nés en 1890, donc qui sont les enfants des héros tchécoviens, de l'intelligentsia tchécovienne. Bon, qu'on peut voir d'un aspect complètement négatif en disant ils sont désespérés. On ne voit que ça, surtout en France. Mais il y a l'autre courant, qui est aussi des gens qui veulent créer une vie nouvelle. Il est absolument certain que lui, avec ce qu'il appelle sa ligne mystique personnelle, enfin sa manière de voir les choses très loin et d'une manière universelle, a fait partie de cette génération, ils étaient très nombreux, qui ont accueilli la Révolution, qui n'aspirent qu'à une chose, c'est un bouleversement pour pouvoir vivre librement, pour que s'accomplisse la vérité et une justice sociale, et ils sont pris par ce rêve. Donc il y croit. Il est pris par cette utopie très longtemps. Il est fasciné comme tout le monde. Il reste fasciné. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que Boukharine soit fusillé. Et c'est en quelle année ? C'était en 1937, si je me rappelle bien. Enfin, c'est à vérifier. Et où il tombe dans une dépression profonde. Il y a déjà eu Kirov, il y a déjà eu tous ceux qui ont été massacrés, la découlakisation des campagnes dont il est parfaitement au courant par son ami Platonov. Alors, à quoi a-t-il cru ? Il a cru à l'idéal révolutionnaire de 1905. Il ne faut pas se tromper, il n'a jamais adhéré au parti. Ce n'est pas du tout le matérialisme économique ou le matérialisme scientifique ou l'histoire matérialiste qui l'intéresse. Il est dans un registre spirituel, Pasternak. Dans leur froid gelé du givre, les busards. Le froid noir qui vêt la vitre de blizzard. C'est octobre qui tournoie, c'est l'étau de l'horreur, oiseau de proie, au venteau. Mais
qu'octobre appelle et pousse les hauts cris, on accourt à la rescousse sans sursis. Hélène Henry, au départ, Pasternak écrit des poèmes à la gloire de la Révolution. Pas du tout. Oh bah écoutez... Lesquels 1905, l'enseigne de vaisseau Ah, Schmitt, alors là, vous désignez les deux qu'il a reniés. Non, oui, non. Qu'il a renié quand? Il a renié beaucoup plus tard, en 40. Alors, pour dire les choses comme elles sont, 1905 et l'enseigne de Schmitt, qui sont en effet des poèmes à la gloire de la Révolution, de 1905. D'abord, c'est 1905, oui. Ça n'est pas 17. Et d'autre part, c'est un moment, dans la deuxième moitié des années 20, où, un petit peu pour suivre l'air du temps, Pasternak écrit ce qu'il appelle des œuvres épiques, c'est-à-dire des œuvres narratives. Et au centre de ces œuvres, il met soit, en effet, 1905, la révolte du Potemkin, les manifestations de rue, ce qu'il a vu. On voit la figure de Lénine. Voilà, la figure de Lénine dans Haute Maladie, mais qui est rajoutée. Et puis l'enseigne de vaisseau Schmitt, bien entendu, avec au centre cette grande figure de Piotr Schmitt. Ce sont des œuvres qui sont à demi des œuvres de commande et à demi des œuvres volontairement emprises sur l'air du temps. C'est la raison pour laquelle il les reniera à moitié. Et il les reniera peut-être aussi parce qu'il ne plaisait pas à Tsvetaeva. Les amis proches de Mandelstam n'aimaient pas ses œuvres. Akhmatova non plus n'aimait pas ces deux œuvres-là. En revanche, Spektorsky est autre chose, qui est dans cette veine-là, puisque c'est écrit entre 25 et 29, dans cette veine épique narrative, mais qui met au centre d'un poème narratif un héros poète, un héros intellectuel et un héros qui a beaucoup de mal à se déterminer, à se définir lui-même et qui ne conclut pas. À la fin des années 20, par exemple, on lui refuse justement la publication de Spektorsky et il tient bon et il écrit au directeur de la maison d'édition, ou un des responsables en tout cas de la maison d'édition Lengiz à Leningrad, il écrit ce qui suit. Votre maison d'édition, le Lengiz, m'a refusé sa confiance, a refusé de me venir en aide dans un moment difficile, de s'intéresser à l'œuvre que pour veiller à ce que le contrat, avantageux pour moi et donc exceptionnel, soit respecté. Nos échanges ressemblent à ceux qu'on aurait avec un malfaiteur pris sur le fait. Il est demandé de respecter l'idéologie à la lettre comme on respecte la lettre d'un contrat. Comme s'il était écrit dans le contrat éditorial qu'on fera descendre sans douleur les gens dans la mine, sous chloroforme ou avec anesthésie locale, pour qu'on ne souffre pas au contraire, et que la terreur n'a rien d'effrayant. Comme si je m'étais engagé par contrat à représenter la Révolution comme un événement conçu et incubé bien poliment lors des séances de l'Académie communiste, dans des bureaux bien éclairés et bien chauffés, avec à portée de la main une excellente bibliothèque. Je n'ai jamais prétendu à rien. C'est justement pour en finir avec ces faux-semblants insupportables que j'ai entrepris Sauf-conduit. De là l'autobiographisme souligné de mes dernières œuvres. Il ne faut y voir aucune complaisance. Je me contente de rendre des comptes comme en réponse à un acte d'accusation parce que depuis bien longtemps, je me sens dans une position ambiguë et inconfortable. Tout ce que je souhaite, c'est en finir au plus vite avec tous ces écrits justificatifs, alors je serai libéré pour longtemps et je cesserai d'écrire. 1929. Et à partir de cette époque, Pasternak a juste écrit un poème entre 1932 et 1945, écrit ce fameux poème L'artiste, où il essaie de voir comment on peut vivre sous un régime pareil. Mais ce n'est jamais une adhésion, c'est jamais une adhésion intérieure. Il faut comprendre que les gens de cette époque-là, il fallait qu'ils vivent. J'entends par là, comme me le disait Anna Akhmadoulina, qui était une poétesse qui s'est noyée dans l'alcool, si on peut dire, disait, mais tout le monde ne peut pas aller au goulag. Il faut vivre et il faut faire vivre le pays et que la vie continue. Ils pensent toujours, et surtout en 1935, à la veille de la nouvelle constitution de 1936, que l'ère des cruautés s'achève. Et
elle va repartir. En 1935, Pasternak sera le délégué officiel du régime lors d'un congrès international des écrivains qui se tiendra à Paris. Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans tout ceci une certaine confusion tout de même, Hélène Henry, dans l'esprit de Pasternak ? Y a-t-il confusion ? Certainement, il y a certainement trouble, il y a certainement malaise. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui d'un côté se sent si mal à l'aise dans ce qu'on lui demande de faire, et le fait tout de même. Voilà, et qui d'autre part le fait. Bon, il est sur toutes sortes de photographies où on le voit aux côtés des écrivains soviétiques, c'est semblable, les gens de l'Union des écrivains. Il fait ce que fait un écrivain soviétique, mais en même temps, il a, je pense, certaines limites. C'est quelqu'un qui ne signera pas certaines pétitions abusives. C'est quelqu'un qui saura prendre la tangente lorsque véritablement les choses vont trop loin. Et puis, à partir de 1936, il a ce refuge merveilleux qui est sa datcha de Peredelkino, qui est presque le symbole de l'ambiguïté. Puisque d'une part, ça lui a été alloué par le régime soviétique, on lui a donné cette très très belle maison dans les bois, dans le village des écrivains à Peredelkino, et on lui a donné un appartement à Moscou, donc il est bien logé, enfin. Mais d'autre part, il s'en sert de ce Peredelkino comme un refuge, c'est-à-dire que lorsqu'il est là-bas dans la forêt, qu'il bêche son jardin, qu'il sale ses concombres, qu'il fait pousser ses pommes de terre, eh bien, il a une certaine sérénité et cette impression qu'il est quasiment caché, qu'on ne va pas venir le chercher là, ce qui n'est pas vrai, mais tout de même, de là-bas, il peut plus facilement se taire lorsqu'il a envie de se taire. Bon, ce qui n'empêche pas qu'il a eu très peur plusieurs fois, Pasternak. Certainement au moment des grandes purges de 1937, puis surtout au moment de la campagne contre le cosmopolitisme en 1947. Oui, parce qu'il était juif. Parce qu'il était juif, donc article 5, parce que sa famille était en Occident, parce qu'il avait des contacts en Occident, qu'il était connu, et voilà, pour toutes ces raisons-là, à la fois. Jacqueline de Breuillard, ses rapports avec Staline sont assez étonnants aussi. Staline disait ne touchez pas à cet habitant des cieux, Niebožitelj, qui n'est pas un mot russe. Et il m'a fallu chercher longuement pour réaliser que Staline, qui est un ancien séminariste, avait lu la Bible en géorgien. Et il traduit du géorgien pour dire les habitants des cieux. Et c'est une expression de l'Apocalypse. Donc il situe Pasternak sur le registre qui est celui de Pasternak. Vous savez, Staline, il jouait de tous les registres. Ce qu'il voulait, c'est dominer les âmes. Et donc il a toujours attendu que Pasternak écrive un long poème à sa gloire. Ce que n'a jamais fait Pasternak. Il a écrit quelques vers à un moment donné où il a vaguement... Parce que, bien sûr, vous avez raison, je ne sais pas s'il faut dire ambigu ou ambivalent, mais étant donné l'état du pays, Pasternak reconnaissait le génie de Staline et il espérait que malgré toutes les souffrances, les plans quinquennaux allaient pousser la Russie en avant. Ce qu'il ne voulait pas, c'est adhérer à l'esprit du temps. Mais comment pouvait-il décrire cette réalité qui le hérissait de plus en plus ? Et en même temps, pour mille et une raisons, ne serait-ce que des raisons vitales, il voulait dire ce qu'il pensait. Et il voulait donner une image de la réalité. Et il espérait arriver à une relation avec Staline qui serait un peu celle de Pouchkine avec Nicolas Ier. Évidemment, ça ne marche pas. Hélène Henry,
Boris Pasternak est passé par des phases de dépression, notamment en 1935. Il a fait des séjours dans des hôpitaux psychiatriques. Il a été obligé de passer plusieurs mois en clinique pour essayer de revenir à lui. Ça a été une dépression extrêmement profonde. On ne sait pas le nombre de tentatives de suicide qu'a fait Pasternak, certainement plusieurs. Il y en a une en 1932, sans doute une en 1935. Bon, c'est quelqu'un qui passait par des phases de dépression aussi profondes que pouvaient l'être ces phases d'exaltation en même temps. Il faut bien penser cela. De ce point de vue-là, Pasternak est quelqu'un aussi d'ambigu. C'est quelqu'un qui a énormément aidé les écrivains et les amis qui étaient ses proches et qui se trouvaient dans de mauvaise situation. Il a aidé Akhmatova à trouver des traductions. Il a aidé financièrement souvent. Et il a aidé financièrement. Il a aidé Mandelstam financièrement. Il a aidé la fille de Marina Tsvetaeva, Alia, qui était en déportation. Il a aidé financièrement. Mais il n'a pas fait certains gestes qui lui étaient quasiment demandés. Quand Mandelstam en relégation à Voronezh lui écrit « Venez », il ne vient pas. Il ne vient pas. En même temps, il se protège. Il aide, mais il se protège. Alors, ce qui tenait Pasternak en vie, c'est que surtout après le grand silence avec toutes les purges staliniennes, arrive la guerre, les horribles souffrances de la guerre. À la fin de la guerre, comme dans l'épilogue du docteur Zhivago, les gens espèrent que la liberté qui a été en partie retrouvée va rester. Bon. Et donc, il y a une espèce de bouffée d'air à ce moment-là. Et Pasternak reprend force, en quelque sorte. Il se dit, maintenant, je vais prendre ma plume, me mettre à ma table et rédiger mon roman. Et c'est donc vraiment, en 45-46, comme il l'écrit à sa cousine Olga Freidenberg et à d'autres amis, qui dit, cette fois-ci, j'écris. Et alors, il écrit, non pas pour rendre son peuple à l'histoire, mais pour rendre l'histoire à son peuple. Et rendre l'histoire à son peuple, ça veut dire rendre hommage à la manière dont le peuple russe a supporté tout ça. C'est vrai que le docteur Zhivago prend la suite d'un certain nombre de projets romanesques. Dès les années 20, il a eu ce projet, au fond, de donner à son inspiration lyrique une forme objective, en l'incarnant dans un personnage, n'est-ce pas ? Un personnage qui serait donc le personnage du poète, qui a donné le personnage de Zhivago. Et le docteur Zhivago est devenu effectivement ce qu'il a considéré à ce moment-là comme la grande œuvre de sa vie, celle précisément où il n'était plus simplement l'objet de cette inspiration poétique, mais où il essayait de lui donner une dimension historique objective à travers un personnage romanesque, plongé dans une histoire, plongé dans l'histoire de son temps, etc. Puisqu'il s'agit précisément de l'histoire du poète dans la Révolution. Il m'est venu justement une pensée à propos de cette poésie devenue prose, par laquelle Pasternak définissait justement son chemin. Lorsqu'il dit la prose, c'est la quintessence de la poésie, c'est la poésie à son sommet. Je trouve cette définition tout à fait étonnante. Qui t'a envoyé ici, Zhivago? Personne ne m'a envoyé ici, camarade. Je vais à Yuriatine avec ma femme et mon fils. Ils sont dans le train qui vient de Moscou. Oui, nous avons vérifié. Tu es le poète? Oui. J'ai beaucoup admiré tes poèmes autrefois. Merci. Je les admirerai moins aujourd'hui. Je les trouverai ridiculement personnels. Tu n'es pas d'accord? Des états d'âme, des rêves intérieurs, c'est devenu dérisoire maintenant. Tu n'es pas d'accord, tu as tort. La vie individuelle est morte en Russie. C'est l'histoire qui l'a tuée. Si les potentats de la Révolution sont terribles, ce n'est pas parce qu'ils sont des malfaiteurs, mais parce qu'ils sont des mécanismes livrés à eux-mêmes, des locomotives sorties des rails. Strelnikov est aussi fou qu'eux, mais ce ne sont pas les bouquins qui l'ont rendu fou. C'est ce qu'il a vécu et souffert dans sa chair. Pasternak a terminé son roman en 1955, il l'a commencé en 1946, il a eu des titres divers. La première idée, ça a été d'écrire une fresque de la vie de sa génération, quand ils étaient petits garçons et petites filles, Malchiki et Diavochki.
C'est le premier titre. Il a eu du mal à trouver le nom du docteur Jivago, qui s'est d'abord appelé Jivoult, enfin il a beaucoup cherché, et puis finalement il a pris Jivago, le vivant, donc c'est le vivant de l'Apocalypse, et le héros est médecin, en hommage au docteur Tchekhov. Et le prénom de Jivago, c'est Georges, comme vous savez, et Georges est le patron de la Russie. Alors là, il règle son sort à la bête de l'Apocalypse, qui est Staline, qui terrasse le dragon. Il est difficile aujourd'hui de s'imaginer le risque que comportait l'écriture d'une telle œuvre dans les dernières années de la vie de Staline. Et bon, c'est pendant les dernières années de la vie de Staline que le texte a été écrit. Donc, lorsque Pasternak l'a écrit, lorsque ensuite il l'a donné à un éditeur italien pour que le texte soit publié à l'étranger, parce qu'il ne pouvait pas être publié en Russie, lorsque ensuite il a refusé ou il a fait d'une façon tout à fait formelle de faire ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire de retirer ce texte à l'éditeur italien pour qu'il ne soit pas, il a toujours refusé. Il tenait absolument à ce que ce texte soit publié, quel que soit le prix que ça doive lui coûter. Tu es tel que je t'imaginais. Tu es ma conscience politique. Je lui demandais s'il n'en avait pas une par lui-même. Et il se mit à parler de la Révolution. On couche la vie sur la table d'opération et on ampute les tumeurs de la justice. Merveilleux. Je lui dis que s'il le pensait, il devait adhérer au parti. Ah, amputer les tumeurs de l'injustice, c'est une grave opération. Quelqu'un doit empêcher la vie de mourir en vivant. Ce n'est pas vrai? Je pensais alors que c'était faux. Il me dit ce qu'il pensait du parti, et je tremblais pour lui. Il nous approuvait, mais pour des raisons subtiles, comme sa poésie. Une approbation de ce genre peut s'évanouir d'un jour à l'autre. C'est ce que je lui dis. Évidemment, je ne peux pas approuver ce soir une chose que tu feras demain. Il se promenait avec un nœud coulant autour du cou et il ne le savait pas. Alors, si je lis la première phrase du roman en russe. Шли и шли и пели вечную память. И когда останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновение ветра. Moi, quand j'ai lu ça... Vous pouvez nous le traduire? Notre traduction est mauvaise et je vais vous expliquer pourquoi et répondre à votre question. Mauvaise, on n'a pas trouvé à faire mieux et pourtant, il y avait d'illustres traducteurs parmi nous. Ils allaient toujours, et lorsque cessait le chant funèbre, on croyait entendre, continuant sur leur lancée, chanter les jambes, les chevaux et le souffle du vent. Alors tout ça c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que nous nous sommes cassé la tête, il n'y a pas d'autre terme, pour savoir comment nous allions traduire Vietchnuyu Pamiat. Et comme nous étions tous ignorants, ou à peu près ignorants du rite orthodoxe, on a traduit d'une manière banale en français par le chant funèbre. Mais justement, c'est pas ça. C'est un chant rituel de l'accompagnement des morts jusqu'au cimetière et même de ce qu'on appelle la liturgie des défunts, la panichida. Mais Vietchnaya Pamiat, c'est mémoire éternelle. Donc c'est tout à fait différent si vous avez des gens qui marchent et qui en marchant chantent mémoire éternelle ou s'ils chantent un chant funèbre, on ne sait pas lequel. Donc ça veut dire que la mort n'est pas la mort, que ce qui compte c'est la vie. Et quel est le sens des poèmes qui clôturent le docteur Jivago? Alors, le sens des poèmes qui clôturent le docteur Jivago, c'est le sens de tout le roman. Alors, l'arrivée jusqu'au poème, puisqu'il faut commencer par le poème et arriver à la fin, il faut lire ça et la fin, c'est que toute l'histoire du docteur Jivago, du roman, c'est un roman qui est conçu d'une manière liturgique, et que c'est le passage de la mort à la vie, de la mort à la résurrection. Alors, bien sûr, cette carcasse, si on peut dire, cette construction liturgique du roman, c'est aussi pour rendre l'espoir aux Russes, leur dire « la Russie est au tombeau », c'est certain, mais ne vous laissez pas mourir, croyez à la résurrection et réveillez-vous. Le docteur Jivago lui-même a été un sacrifice, comme le fait apparaître le poème du docteur Jivago, Hamlet, le personnage de Hamlet qui est à la fois Hamlet montant sur la scène, le Christ au moment du sacrifice suprême, n'est-ce pas, qui se prête à ce sacrifice et qui représente le poète.
En 1956, Michel Aucouturier et Jacqueline de Proyard ont rencontré Boris Pasternak, qui était alors marginalisé, soumis aux attaques virulentes du pouvoir, pour avoir confié à l'éditeur italien Feltrinelli le texte du docteur Givago. Jacqueline de Proyard sera à l'origine de la publication par Gallimard du docteur Givago dans sa version corrigée par l'auteur. J'ai fait sa connaissance d'abord à travers sa poésie et ensuite donc en allant le voir quand j'étais étudiant à Moscou en 1956 où il était très isolé à ce moment-là, peu de gens allaient le voir, mais enfin parmi les Russes en particulier, mais on sentait tout de même qu'il y avait une sorte de prestige occulte dans une partie pas dans la... Mettons, les étudiants soviétiques de ma génération ne le connaissaient pratiquement pas. On ne le lisait pas, on n'en parlait pas dans les universités, etc. Mais les gens qui avaient un peu de culture littéraire et politique, auprès d'eux, Pasternak quand même conservait un très grand prestige. C'est ce qui faisait que donc il était assez isolé. Et alors finalement, ce sont les jeunes du musée Scriabine qui m'ont emmené, après lui avoir téléphoné, le soir du 1er janvier 1957. Il faisait très froid. On a pris le petit train. On est allé jusqu'à Pieriedi-Elchino. Et puis on a traversé tout le petit bois, qui est décrit dans le poème qui s'appelle Le Sissou, la transfiguration, où Pasternak voit la manière dont il va être enterré et mené jusqu'au cimetière, et où il dit adieu à la création et à la création verbale. Bon. Et donc nous sommes arrivés à cette maison. C'était une maison de bois, dans un petit jardin, comme beaucoup de maisons du village des écrivains. Le goulag doré, comme disait l'un des écrivains, puisqu'il n'y avait pas de barrière. Donc c'était une maison assez originale par sa construction. Ce qui était frappant, c'était son nombre de fenêtres, si vous voulez, l'ouverture sur le monde déjà de cette maison. Et donc Pasternak est apparu dans l'entrebâillement de la porte. C'est là où je l'ai vu donc, pour la première fois. Il était habillé comme sur les photos que l'on connaît, en particulier la photo très répandue du jour où Constantin Fedin le félicite pour le prix Nobel, avec sa veste d'intérieur grise, parfaitement assortie avec sa chevelure grisonnante. Il avait 67 ans à ce moment-là. Et j'ai tout de suite été frappée par la vivacité et la clarté du regard, enfin, qui trahissait une vie intérieure intense derrière une très grande maîtrise de soi. Il m'est apparu comme quelqu'un d'extrêmement ouvert et, je dirais, généreux, qui se livrait très facilement, il parlait beaucoup, il racontait beaucoup de choses. En 1956, donc, les langues commençaient à se délier un peu, et lui en particulier. Il parlait de sa situation à l'époque stalinienne, et il expliquait comment il se sentait comme le fameux enfant spartiate de l'histoire, n'est-ce pas, qui cache sous sa tunique un jeune renardeau qui lui déchire le ventre, n'est-ce pas, et qu'il ne révèle pas. Il garde il disait, je me sentais un peu comme ça, déchiré par cette situation, et en même temps être obligé de cacher ce que je voyais, ce que j'avais à dire. Il a bien fallu qu'on reparte, si vous voulez, le 1er janvier au soir. Et donc, mon ami, l'assistant du musée Scriabine, a dit à Pasternak que je voulais lire le roman. Bon. Et Pasternak lui dit, eh bien, allez chercher l'exemplaire qui est chez Constantin Simonov, qui n'en a plus besoin. Alors moi, je n'ai pas compris à ce moment-là ce que ça voulait dire, parce que je ne savais pas. Alors, Constantin Simonov était celui qui était à la tête de la rédaction de la revue Le Monde Nouveau, Novimir, et à partir du moment où, au présidium du comité central du Parti communiste, le directeur de service, qui a été la cheville ouvrière de toute la persécution contre Pasternak en ces années-là, parce que la persécution de Pasternak, elle dure depuis 1921, leur interdit de publier de leur roman, et les uns et les autres, dont le fameux Surkov, force Constantin Simonov et ses co-rédacteurs à justifier
le fait qu'ils ne vont pas publier le roman. Le docteur Zhivago est le plus haut sommet spirituel de l'intelligentsia russe. Pour nous, c'est son marécage. Comité de rédaction de Novimir. Et donc je suis revenu chercher cette première partie, Pasternak demandant également de la lui rapporter pour qu'il la revérifie encore une fois, et puis m'a donné la seconde partie un peu plus tard, et j'ai apporté les exemplaires séparément. Oui, parce que c'était difficile, j'imagine, de sortir. Ah ben, ils ne sont pas revenus dans ma valise, on peut le dire aujourd'hui, ils sont revenus par la valise diplomatique où la vie a fait que la cousine germaine de mon mari avait son mari en poste comme premier conseiller de l'ambassade. Et comme on parlait toujours de ce roman chez lui, mais à la manière des conspirateurs, en ce sens que nous avions une ardoise à glissière sur lequel on écrivait les choses. Je veux dire, je ne savais pas que j'allais chercher le roman. Ici Constantin Zarneco, correspondant de l'agence France-Presse, qui vous parle de Moscou. 1958. L'attribution du prix Nobel de littérature à Boris Pasternak est une manigance de la réaction internationale. Son œuvre est un corps étranger dans la littérature soviétique. En acceptant ce prix, Pasternak a choisi le chemin de la honte et de l'infamie. Tel est du moins l'épilogue de la Gazette littéraire, organe de l'Union des écrivains soviétiques. La répudiation est formelle et la condamnation est catégorique. Les foudres sont lancées. Quelles en seront les conséquences pour Pasternak lui-même en premier lieu? Ici Moscou, à vous Paris. Comment a-t-il vécu les dernières années de sa vie? Il vivait dans sa datcha et il écrivait. Alors il vivait très difficilement puisque après le docteur Zhivago dès 57, les vivres lui sont coupés. Et quelquefois des traductions ne lui sont pas données. On publiait ses traductions. Evgueni Pasternak. Pour écrire le roman, il lui fallait gagner de l'argent. Il pouvait faire cela seulement en traduisant Shakespeare, Goethe. Il devait gagner pour sa famille, pour ma mère et pour Olga Ivinska. Il travaillait comme un esclave de galère et il faisait dans une belle journée 300 de vers par journée en traduisant le Faust de Goethe. Une puissance vitale énorme et les persécutions sont venues et puis le stress. Il a vraiment subi une pression, vous comprenez. La persécution peut prendre toutes sortes de moyens, toutes sortes de formes. Si l'on comparait Pasternak à un porc, eh bien, un porc n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Il a souillé l'endroit où il mange, sali ceux qui travaillent pour le faire vivre. Pourquoi cet émigré de l'intérieur n'irait-il pas respirer un peu l'air capitaliste? Qu'il devienne donc un véritable émigré et qu'il s'en aille dans son paradis capitaliste. Premier secrétaire des Jeunesses communistes, 30 octobre 1958. Un étranger de Paris vint voir Pasternak à Perdelkino il y a de ça quelques 3 mois. On lui a répondu à la grille de sa datcha que M. Pasternak était très souffrant, qu'il ne pouvait recevoir personne. L'étranger avait un moment à passer, il avait des lettres à envoyer, il va au bureau de poste du village. Et pendant qu'il était au guichet, un homme entre au bureau de poste, c'était Pasternak. L'étranger ôte son chapeau et le salue bas. Pasternak le regarde, sidéré, change de couleur et lui dit « Oh, merci monsieur », car personne ne le saluait plus dans son village. On ne lui a jamais refusé le paiement de ses traductions. Si, dans les dernières années. Ah bon, et alors comment faisait-il? C'était nous qui lui envoyions de l'argent, de Gallimard. Il lui parvenait, ah oui. Il lui parvenait, c'était fait très discrètement par des gens de bonne volonté, et ça l'a dépanné plus d'une fois, et c'était considéré comme une... là aussi c'est très compliqué, mais comme plus ou moins un règlement direct de ces traductions en français, qui ont quand même rapporté beaucoup d'argent à l'époque. Parce que bien entendu, ces droits d'auteur... Ces droits d'auteur étaient versés à Feltrinelli. Oui, et ne pouvaient pas lui parvenir.
Ah ben ils étaient confisqués à Oui. 97% par Bien le sûr, pouvoir. bien sûr. C'est certain. Donc il a eu des conditions matérielles de vie très difficiles. Oui, et alors surtout, tant qu'il a été en vie, ça a été ric-rac. Mais là où ça a été affreux, c'est que sa veuve, Zinaïda Nikolaïevna, n'a même pas eu le droit à la pension de reversion à laquelle elle avait le droit. Donc elle a vraiment terminé sa vie dans la misère. Hein. Et elle a pu être aidée? Non, c'était plus possible. C'était plus possible. Elle était très... on n'avait pas accès à elle, quoi. Voilà, elle a eu une vie très difficile, Zinaïda. Et puis, la presse n'avait de considération que pour Olga Ivinskaya. Ce qui était fondé en un sens, puisque Olga C'est-à-dire sa maîtresse, oui, enfin, puisque son autre femme. Olga Ivinskaya a beaucoup fait pour Pasternak. Indépendamment du caractère passionnel de leur union, si vous voulez, elle lui a, comme on dit, elle lui a soutenu le moral beaucoup, elle l'a aidé à la discuter dans beaucoup de choses, elle avait des liens directs avec Feltrinelli que n'avait pas Zinaïda, qui vivait en retrait. Et bon, et Olga a refait du goulag, si on peut dire, façon deux destins complètement différents. Pasternak est évidemment quelqu'un qui, par le docteur Zhivago, a occupé une place particulière, non seulement dans l'évolution de la littérature russe, mais dans l'évolution de la Russie en général, puisque c'est l'un des témoignages, mettons, de la façon dont non seulement la culture russe, mais l'esprit créateur de la culture russe a échappé à la dictature communiste, n'est-ce pas? C'est une certaine façon, cette œuvre qui a été écrite, qui a été inspirée, dont les racines plongent au plus profond de l'époque de la dictature communiste et qui a été écrite au pire moment de la dictature communiste, témoigne d'une indépendance totale vis-à-vis de cette dictature. Donc d'une certaine façon, c'est une œuvre qui tend à racheter la littérature soviétique de l'époque, qui, dans beaucoup de cas, s'est soumis à cette dictature. Boris Pasternak, 1890-1960, une émission de Françoise Estèbe.